Bonjour à tous, Telimo, c'est parti, notre nouveau numéro de ce magazine dédié à l'immobilier, notamment limousin, mais avec des rubriques qui peuvent intéresser tout le monde partout en France, puisqu'on a la rubrique Parole de notaire, on parlera des contrats de mariage et de leur utilité. On parlera aussi avec notre expert de construction paille, et d'ailleurs on vous proposera un reportage pour découvrir un bâtiment, un restaurant qui est construit en paille à la Selle du Noise en Creuse. Mais d'abord, première partie avec nos deux premiers intervenants, Julien Desclos. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez dans une entreprise qui fait du diagnostic immobilier. On va revenir sur l'intérêt de ces diagnostics immobiliers, mais on commence avec Christophe Rafaillac. Bonjour Christophe. Bonjour Vanessa. 3 actus IMO aujourd'hui que tu veux nous présenter. Exactement, donc 3 infos à retenir. Donc d'abord le droit à l'oubli qui est très attendu, puisque le 14 avril dernier, les députés ont adopté dans le cadre de la loi santé le droit à l'oubli pour tous les anciens malades du cancer. Donc cela leur permet, une fois que leur protocole thérapeutique est achevé depuis 15 ans, ou pour toutes les personnes qui ont été malades avant l'âge de 15 ans, de pouvoir emprunter sans le signaler à leur banque. Et évidemment, parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, quelqu'un qui a eu un cancer, même enfant, quand il emprunte adulte, il doit payer des primes incroyables, exactement, beaucoup plus chères. Cela leur évite de payer des surprimes liées au risque aggravé de santé, donc c'est une très bonne avancée. Et précisons donc que ce droit à l'oubli profitera aussi à d'autres maladies dont on connaîtra la liste prochainement. Bon, ça c'est une très bonne nouvelle. Et d'ici à la fin de l'année. Très bien. Deuxième actu, tu voulais parler de la location de sa résidence principale. Voilà, exactement. Donc, est-ce qu'on peut louer sa résidence principale? Tout à fait, mais à condition de prendre quelques précautions et de bien connaître les incidences au niveau fiscal. Car si donc je suis propriétaire de ma résidence principale et que je souhaite la louer, je peux donc perdre le bénéfice du prêt à taux zéro qui m'a servi à la financer, ou encore l'exonération de l'impôt sur la plus-value en cas de revente, donc à bien évaluer. Et puis, si je suis locataire, et pareil, que je souhaite la louer, il faut que j'ai l'accord de mon propriétaire bailleur. Il ne faut pas faire de la sous-location sans le dire à son propriétaire. Exactement. Et précisons donc que ces locations de résidence principale dans un cadre saisonnier ne doivent pas excéder 90 jours sur une année. On ne peut pas louer sa résidence principale comme ça tout le temps. Non. Voilà, sinon, ça serait de la location meublée. Exactement. Dernière info, tu voulais aussi revenir sur l'importance de faire attention à son installation électrique. Exactement. Est-ce que tu as vérifié ton installation, Vanessa? Moi, c'est tout neuf, donc voilà. Donc normalement, j'espère qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Mais même si tu as déjà un détecteur de fumée, je suppose, c'est vrai que ta prévention contre les risques d'incendie, elle repose aussi sur la fiabilité de l'installation électrique. Et c'est vrai qu'une récente enquête de Promotelec a révélé que 2 logements sur 3 sont dangereux, présentent des risques importants liés au vieillissement du système, à des prises usagées ou encore des surchauffes de câbles liés au trop grand nombre de multiprises. Donc un conseil, c'est de faire une évaluation de son installation grâce à un diagnostiqueur et donc renouveler cette opération tous les 10 ans. Ça coûte une centaine d'euros, donc c'est tout à fait réalisable. Ou alors faire une e-évaluation sur Internet à l'aide du site Promotelec. Très bien, intéressant. On mettra le site bien sûr sur le site telim.tv. Merci Christophe. Alors justement, en parlant de diagnostic immobilier, quels sont les diagnostics obligatoires à réaliser lors d'une vente ? Alors les diagnostics immobiliers qui sont contenus dans le dossier de diagnostic technique, qui doit être annexé au compromis de vente et à l'acte authentique, peuvent comprendre maintenant jusqu'à 9 diagnostics. Nous avons tout d'abord le diagnostic amiante qui permet pour les biens dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 de rechercher la présence d'amiante dans ces biens. Nous avons également le diagnostic plomb dans les peintures qui concerne les logements qui ont été construits avant 1949 et également le diagnostic thermite qui recherche les attaques qu'ont pu faire ces petits bestiaux sur les bâtiments. Il y a également, on vient d'en parler, les diagnostics gaz et électricité qui concernent toutes les installations qui ont plus de 15 ans et qui peuvent présenter des risques pour la sécurité des occupants. Également, celui qui est bien connu, c'est le diagnostic de performance énergétique qui permet d'étiqueter le bien sur sa consommation énergétique. A, B, C, D, E, Exactement, F. un petit peu comme les cafetières et les automobiles. Ouais. Et sur la consommation de gaz à effet de serre. Également 2 éléments qui sont là donnés à titre informatif concernant les risques naturels, miniers et technologiques, et également le risque mérule qui est un champignon qui attaque le bois
essentiellement sur la région atlantique. Et ensuite, enfin, plutôt le diagnostic d'assainissement non collectif qui concerne cette fois-ci les biens qui ne sont pas raccordés au tout à l'égout. D'accord, alors c'est intéressant d'avoir ces diagnostics, mais ils sont donnés plus à titre informatif ou à quoi servent-ils réellement? Alors, ils ont plusieurs effets. Effectivement, leur premier effet est d'informer l'acquéreur sur la nature du bien et les éventuels petits défauts du bien qu'il s'apprête à acquérir. Et juridiquement, ils ont aussi un effet très important qui permet l'exonération, puisqu'ils permettent l'exonération de la garantie des vices cachés pour le vendeur. Et s'il y a des vices ou s'il y a des défauts, effectivement, ça permet peut-être à l'acheteur de négocier le prix avec le vendeur. Également, c'est ce qui se passe en général. Il y a une durée de validité, j'imagine, de ces diagnostics? Oui, alors en fonction des différents types de diagnostics et des conclusions auxquelles le diagnostiqueur est arrivé, nous allons avoir des durées de validité qui vont de 6 mois à 10 ans, avec même pour l'amiante et le plomb, s'il n'en a pas été repéré, une absence totale de durée de validité. Très bien. Je crois qu'il va y avoir une évolution justement pour ce qui concerne la location. Et ça, on n'en parle peut-être pas suffisamment. Alors, effectivement, sur l'année 2015, il va y avoir différents petits éléments qui vont changer. Sur un plan technique, ce qui impacte très peu le consommateur, c'est des modifications sur les investigations techniques au niveau de l'électricité et de la recherche de termites. Et par contre, en matière de location, les décrets qui découlent de la loi Allure qui a été votée l'année dernière vont entraîner la mise en place de 3 nouveaux diagnostics en matière de location. Il s'agit de l'amiante, de l'électricité et du gaz. Et ces 3 diagnostics vont venir rejoindre les 3 diagnostics obligatoires déjà actuellement, qui sont le plomb, le DPE et l'état des risques naturels et technologiques. Enfin, il faut préciser quand même que ces 3 diagnostics ont de très fortes chances et devraient donc être les mêmes que dans le cadre de la vente, ce qui permettra aux propriétaires qui viennent d'acquérir de pouvoir louer leur logement, enfin leur bien, avec les mêmes diagnostics. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un métier, on se rend bien compte, qui a vraiment évolué, être diagnostiqueur immobilier. Ces dernières années, c'est incroyable. C'est un métier qui a effectivement une vingtaine d'années et qui ne cesse de grandir et de s'enrichir. Donc un métier très intéressant pour ceux qui le pratiquent. Un petit conseil pour choisir son diagnostiqueur immobilier? Alors pour choisir son diagnostiqueur immobilier, il faut évidemment se faire attention tout d'abord à 3 choses. Que ce diagnostiqueur dispose bien des certifications de compétences pour les missions qu'il va réaliser, qu'il dispose d'une assurance responsabilité civile professionnelle de 500 000 € minimum, et enfin qu'il vous délivre une attestation d'indépendance vis-à-vis des parties à la vente et de non-commissionnement. Merci beaucoup, Julien. Tout de suite, je vous propose de regarder ce reportage qui s'intéresse à un jardin-restaurant. La particularité, c'est qu'il est construit en paille. Il s'appelle d'ailleurs Utopaille. C'est à la Selle du Noise, en Creuse. Reportage de Bertrand Fernandez. C'est à la fois un lieu d'habitation actuellement et un lieu d'activité, puisque nous avons créé notre activité à l'endroit où nous vivons. Au départ, en fait, ce qu'on a voulu, c'est construire, autoconstruire en fait, une maison écologique, comme on dit bioclimatique aujourd'hui en fait, et en paille. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui nous a tenu à cœur à un moment donné, qui nous a poussé à vendre en fait notre ancienne propriété, qui est pas très loin d'ici en fait, hein, et on a eu l'opportunité de trouver un prêt relativement grand dont une partie était constructible. Il y a eu bien avant nous des gens que l'on peut considérer comme des pionniers en fait, hein, de la construction en paille, et je dois leur rendre hommage puisque c'est grâce à des livres que ces gens-là ont commencé à écrire ou des témoignages qu'ils ont commencé à faire, par exemple sur des sites internet. Hein. Les Compagnons, par exemple, c'est un site qui est connu des gens qui s'intéressent à ce type de construction. Donc à l'origine, les Compagnons, c'était justement une association qui réunissait tous ces autoconstructeurs pionniers. Alors pourquoi pionniers? Parce qu'en fait, à ce moment-là, et ça a été notre cas, construire une maison en paille, c'était tout à fait possible, sauf qu'il n'existait pas de réglementation
qui permettait de le faire dans les conditions, on va dire, de garantie, d'assurance qu'il peut y avoir aujourd'hui. En 2008-2009, il n'existait pas encore de règles, ce qu'on appelle aujourd'hui les règles professionnelles de la construction paille. Ça a mis un certain temps, mais en fait, comme je disais, on est arrivé vraiment à cette conclusion que la construction en paille, à un niveau personnel, pour nous, c'est l'idéal. Il y a une question de rapport donc, aux choses, donc à des éléments naturels, des matériaux le plus naturels possible, qui ne soient pas traités, qui ne soient pas pollués, qui proviennent principalement localement, par exemple. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée déjà d'un choix personnel en termes de confort et, j'ai envie de dire, de santé. Nos maisons modernes nous empoisonnent, que l'air de certaines maisons à l'intérieur est plus pollué qu'à l'extérieur. Et puis, il y a aussi quelque chose, il faut le dire aussi très simplement, pour nous, il y avait une démarche économique à part entière. Mais considérer quand même qu'il va falloir s'endetter 30 ans ou 35 ans de sa vie pour avoir une maison, nous, ça nous pose des questions. Et nous, on s'est lancé dans cette expérience-là parce que ce qui nous intéressait, c'était cette réflexion, c'était cette recherche pour trouver des solutions qui fassent qu'à un moment donné, on puisse avoir un toit, le plus grand nombre puisse avoir un toit, donc je le dis bien en fait, le plus grand nombre, donc il n'est pas question de parler d'écologie, bobo, etc., etc. Et pour moi, la construction en paille réunit toutes ces qualités-là. Ma maison est de paille, ma maison est de foin. Sur ma flûte sans me faire de ville, je m'amuse tout le jour. Ah, l'histoire des trois petits cochons, ça n'a pas forcément fait beaucoup de bien à la construction paille. Alors je vous présente, bonjour Bruno Joffre. Bonjour. Vous êtes ancien architecte du réseau français construction paille, oui. Et vous êtes notre expert, donc vous allez nous parler de construction paille. On va aller plus loin, voilà. Ouais. Je vous présente aussi, à vous qui nous regardez, Maître Faugeron. On est ravis de vous retrouver ici sur ce plateau. On va parler des contrats de mariage dans un instant. Mais d'abord, donc pour aller plus loin, dans la construction paille, je disais, l'histoire des trois petits cochons, ça n'a pas fait du bien la construction paille. Voilà, et pourtant, la paille, c'est un matériau merveilleux qui est ancien. Voilà, les premières constructions, c'était aux États-Unis, dans les plaines du Nebraska, c'est là où il y a les prairies, où il y a les bisons. Voilà, il n'y avait pas beaucoup d'arbres. Et les ouvriers agricoles cherchaient soit à s'abriter du soleil, soit du froid quand l'été était passé, quoi. Et donc, je crois qu'en France, ça date de 1921. C'est voilà, bien ça, la première maison c'est à Montargis. Voilà, la maison Feuillette. Alors, c'est pas farfelu, c'est ce qu'il faut dire, vous êtes là pour ça, c'est pas farfelu de construire sa maison en paille. Non, quels sont les différents types de construction qu'on peut trouver aujourd'hui en France en paille, pas seulement des maisons individuelles? Alors, c'est très sensé de construire en paille, mais bon, on va l'approfondir. Alors, il y en a beaucoup en ossature bois, donc soit le bois, donc c'est le squelette, hein, comme dans notre corps, soit il est au milieu, soit il est à l'extérieur. Voilà. Après, il y a aussi la construction en bottes de paille porteuse. Il y en a beaucoup en Bretagne, parce que les Bretons c'est les grands Bretons aussi. Ils sont ouverts vers l'extérieur aussi. Surtout la construction en bottes de paille porteuse, c'est en Grande-Bretagne, c'est essentiellement comme ça, quoi. Donc il y a vraiment deux grandes façons de faire ces maisons en paille. Voilà, donc bottes de paille ou ossature bois avec de la paille à l'intérieur. Alors en bottes de paille porteuse, on peut s'étonner, on se dit comment ça tient, etc. Ben, c'est comme un pantalon, on met une ceinture, alors non pas une ceinture horizontale, mais on met une ceinture verticale, hein. On en met plusieurs, des sangles, hein, et on comprime. Bon, là, j'ai pas de bouquin, mais vous en avez. On a des bouquins d'ailleurs. Voilà, mais bon, si vous les pressez l'un contre l'autre. Sur la construction paille, voilà. Il y en a plein. Si vous les pressez l'un contre l'autre, comme ça, là, voilà, vous poussez, ça tient, ça tombe pas. Non, vous n'avez pas besoin de mettre vos doigts dessous. Voilà, comme ça, voilà, ça tient. Voilà. Oui, ça tient. Donc maintenant, mettez-le comme ça. Voilà, mais si j'ai une tornade, ben, ça ne s'envoie pas. Ouais. C'est solide. Donc, ça veut dire que les maisons en paille sont solides. Oui. Donc, je disais plusieurs types de construction en paille aujourd'hui. Il y a des maisons individuelles, mais pas seulement. Il y a même des grands bâtiments publics. Voilà. Donc, ici, les Moulineaux, il y a 6 000 m² qui ont été construits en paille, avec un isolant en paille. C'est pas l'ossature. Là, il y a une ossature bois. Hein, et ça sert pour une maternelle, une école primaire, un boulodrome et des salles de réunion. Donc, ça montre bien qu'effectivement, c'est pas farfelu.
dans les Vosges, il y a le Toit Vosgien, qui est un office de construction de logements sociaux, qui a construit récemment un bâtiment de 7 étages de logements, passif, hein, donc il ne consomme quasiment pas d'énergie. Hein. Vous pouvez aller sur Internet, Toit Vosgien, vous allez trouver à Épinal beaucoup d'informations. Justement, les qualités de la paille comme matériau de construction est excellente isolant thermique, je crois. Quelles sont les autres qualités de la paille? Alors, en fait, pour la fabriquer, si on peut dire, c'est un produit accessoire de l'agriculture. Donc, on ne le cultive pas. Si on pouvait cultiver du blé, le grain de blé, la farine sans paille, on le ferait, quoi. Mais donc, c'est quelque chose qui est quasiment gratuit. Bon, qui donc consomme très peu d'énergie pour le produire, d'énergie fossile. Hein. Donc c'est un matériau écologique, mais du coup qui coûte pas cher, effectivement, bon isolant. Oui. Par rapport aux garanties aussi, on peut s'inquiéter par rapport au feu, par rapport aux rongeurs. Quelle garantie? Est-ce qu'il y a par rapport aux garanties décennales notamment des artisans? Ça c'est important aussi. Alors, au niveau du feu, en fait, on n'utilise pas de la paille comme ça, quoi. On utilise la paille qui est déjà comprimée, donc dans des bottes de paille. Et en plus, quand on le met en œuvre, on le comprime, on bouge tous les trous, etc. Ce qui fait qu'à la fin, ça devient comme un livre, un annuaire téléphonique. Un annuaire téléphonique, quand on le met dans le feu, il ne brûle pas, quoi. Il brûle sur les côtés. Il brûle très lentement. Très, très lentement. Et on a le temps largement de sortir d'un bâtiment. Parce qu'actuellement, la réglementation, c'est qu'il faut qu'en une demi-heure, un bâtiment soit stable au feu pendant une demi-heure, de façon à ce que les gens puissent sortir. Donc aucun problème par rapport aux garanties. Au feu, voilà. Et par rapport aux rongeurs? Alors aux rongeurs, c'est la même chose, c'est que la paille est comprimée, elle est bien fermée, alors plus ou moins, ça dépend des choix que l'on fait, hein. Mais quoi qu'il en soit, donc les rongeurs n'ont pas la place de s'insérer entre deux bottes de paille. Et d'autre part, ils ne trouvent pas de nourriture dedans, donc ils n'y vont pas. Ils préfèrent aller dans une couette, une vieille couverture qui traîne dans le grenier que dans la paille. Voilà. Aujourd'hui, Au niveau des insectes, c'est pareil. Ouais. Enfin, c'est même plus. Par exemple, on craint la venue des termites du fait du réchauffement climatique. Hein. Actuellement, c'est dans le Bordelais, en Charente, etc. On s'est aperçu que quand il y avait de la paille avec une ossature bois, mais même sans ossature bois, hein, les termites mangeaient le bois, mais pas la paille. D'accord, donc ça c'est intéressant. Il y a plein d'infos d'ailleurs qu'on peut retrouver sur le site internet du réseau Construction Paille français, bien sûr, qui va s'afficher. Vous êtes venu aussi avec plein de bouquins qu'on n'a pas le temps de présenter, mais sachez qu'il y a énormément de documentation sur la construction paille, ça c'est vraiment intéressant aussi. Aujourd'hui, est-ce que si on veut construire en paille, il y a pas mal de gens qui font de l'autoconstruction, mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut trouver des artisans qui sont spécialisés en construction paille? Alors, le réseau français de la construction paille, en accord avec l'agence qualité construction et puis la C2P qui valide les règles professionnelles, a mis en place une formation d'enseignants paille. Et ces enseignants enseignent après à des particuliers ou d'autres artisans, des étudiants aussi, dans les lycées, etc. Voilà. Et donc, en France, actuellement, il n'y a aucun problème pour trouver des personnes compétentes. Voilà, et aussi bien des architectes que des artisans. On a bien compris en tout cas que c'est très intéressant en termes de coûts également et que c'est un matériau local et écologique. Merci beaucoup pour ces informations. Donc n'hésitez pas à aller plus loin, allez sur le site internet, allez gratouiller, il y a plein d'informations sur les constructions paille. On termine avec notre notaire, Maître Faugeron. Vous êtes venu pour nous parler des contrats de mariage. Alors si jamais je me marie et que je ne passe pas de contrat de mariage, que se passe-t-il ? Eh bien, vous serez soumis, comme la plupart des couples mariés, au régime de la communauté légale dite réduite aux acquets. C'est-à-dire que tous vos revenus et salaires rentreront dans la communauté pour les deux époux. Et tous les biens qui seront achetés pendant le mariage, qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, rentreront dans la communauté. Donc tout est partagé entre c'est partagé à la fin du mariage. À la fin du mariage. Mais il peut y avoir quand même des biens propres qui seront les biens dont vous étiez propriétaire avant le mariage ou les biens que vous recevrez pendant le mariage, que ce soit par donation ou par succession, par exemple. Alors, vous, notaire, qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui se marient ? La première question que je pose à mes clients qui me posent la question, c'est moi qui leur repose une question, je leur demande quel est d'abord leur état d'esprit. Souvent, maintenant, les gens qui se marient vivent ensemble depuis plusieurs années, parfois ils ont des enfants,
et je leur demande comment ils fonctionnent. Est-ce qu'ils sont plutôt d'esprit communautariste, à mettre tous leurs revenus ensemble, quelles que soient les différences de revenus, ou est-ce qu'ils sont plutôt à regarder chacun gère son compte. Chacun gère son compte, chacun gère ses économies. Ça, c'est la première question. Et puis après, je pose une deuxième question, c'est quelle est leur profession, puisque s'ils ont une profession qui est susceptible d'engager leur patrimoine personnel, il vaut mieux à ce moment-là qu'ils se dirigent vers un régime de type séparation de biens. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des contrats plus ou moins adaptés à certains profils. Exactement. Pour les commerçants, les artisans, les chefs d'entreprise, les professions libérales, les agriculteurs, parfois il vaut mieux qu'ils protègent leur patrimoine personnel en adoptant un régime de séparation de biens, ce qui évitera que les revenus du conjoint, que son patrimoine soit engagé vis-à-vis des créanciers. Mais il y a aussi un choix à faire vis-à-vis de la participation à l'enrichissement commun. Parce que si les deux époux ont adopté un régime de séparation de biens, le conjoint ne participera pas à l'enrichissement né de l'activité professionnelle indépendante. Alors aujourd'hui, Maître Faugeron, on divorce quand même beaucoup plus et plus facilement qu'il y a 20-30 ans. Est-ce que vous avez vu, vous, une évolution? Est-ce qu'il y a plus ou moins de contrats de mariage de signés? Il n'y a pas une énorme évolution sur le nombre de contrats de mariage. Déjà, chez les époux qui se marient pour la première fois, je crois qu'il y a à peu près 85% des couples mariés qui n'ont pas de contrat de mariage, donc ils sont mariés sous le régime de la communauté. Après, c'est vrai que pour les gens qui se remarient, souvent, qui ont été mariés, qui ont été mariés sous un régime de communauté, ils sont un peu plus, ils sont devenus un peu plus comptables de leurs économies et ils ont tendance à privilégier le régime de la séparation de biens. Parfois, ce qui est mal vécu notamment par le chef d'entreprise, quel que soit le niveau de son activité, c'est d'avoir eu à participer et à indemniser son conjoint sur la valeur de l'entreprise au moment du divorce. Donc souvent, il préfère adopter un régime de séparation de biens. Vous conseillez quand même peut-être plus facilement d'établir des contrats de mariage? Non, ça dépend vraiment de la personne, de la personnalité des époux, parce qu'il faut qu'ils se comportent, qu'il y ait une façon de se comporter patrimonialement qui corresponde à leur façon de vivre habituellement, et ça dépend de leur profession. Ça dépend aussi si au moment du mariage, ils ont un prêt en cours, par exemple un époux qui est en cours de financement de son habitation qui lui est propre. S'il ne fait pas de contrat de mariage, c'est la communauté qui va continuer le remboursement du prêt, donc ça pourra donner lieu à un versement d'indemnité à la fin du mariage. Donc ça dépend vraiment des situations et combien ça coûte de faire un contrat de mariage? Alors un contrat de mariage, s'il n'y a pas de mutation de biens à l'occasion du contrat, ça coûte un petit peu moins de 400 € à peu près. Vous avez à peu près 125 € de taxes et le reste dans les honoraires du notaire. Il peut y avoir mutation d'un bien parce que dans le contrat de mariage, on peut décider qu'un bien qui était propre à un époux devienne commun. Donc là, le bien change de patrimoine. Donc là, il va y avoir des frais plus importants, notamment dus à la publicité foncière. On peut toujours faire du sur-mesure. Il n'y a pas que la communauté ou que la séparation de biens. On peut faire aussi du sur-mesure. On peut décider que les biens seront tous communs, mais que l'entreprise qui sera créée par l'un des époux lui restera propre ou faire l'inverse. Bon, en tout cas, il faut dire qu'il faut demander conseil à son notaire. C'est peut-être le plus simple, de discuter avec son notaire. Voilà. Pour faire du sur-mesure. C'est très utile. Bruno, lui, trouve ça très utile. Non, ça permet de réfléchir parce que en fait, un mariage, c'est aussi une affaire économique. Et oui. C'est une affaire personnelle et économique, bien sûr. Oui, on ne peut pas tout prévoir, mais on a certains objectifs à remplir qui sont différents de ceux de nos amis, ceux de nos parents. Donc ça vaut toujours le coup de faire une étude personnelle. Il vaut mieux en parler quand tout va bien. Donc, il vaut mieux le faire avant le mariage, parce qu'après, c'est beaucoup plus compliqué de changer de régime matrimonial. Merci beaucoup à tous les deux. Vous pouvez retrouver plein d'infos, évidemment, sur le site imonote.com si vous vous intéressez à l'immobilier. Merci à tous les deux. Et puis, vous pouvez revoir et partager cette émission sur notre site internet telim.tv et sur les réseaux sociaux, bien sûr. Allez, à bientôt. Ciao.